Samedi 20 janvier 2024, c'est le week-end, c'est aussi jour de foot. Beaucoup, le ballon officiel de la CAN 2023 continue de faire le tour des différents stades ici en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, Yamoussoukro, direction ce soir même à Bouaké et à Korogo, au centre et au nord de la Côte d'Ivoire pour les deuxièmes matchs dans les poules D et E. Soyez les bienvenus dans cette émission Le Brunch de la CAN sur les antennes de l'Intelligent TV. Dago, Charles, Zezeto, coach Alain sont déjà installés pour votre grand bonheur. Messieurs, bonjour à tous les trois et merci encore une fois de plus de votre présence ici. Zezeto, comment vous allez? Très bien. Ça va bien? La forme? Ça va, ça va. Dago Charles, bonjour. Bonjour Khalil. Comment vous allez? Je vais bien, tu vois, hein, oui. Je suis un peu fatigué. Je ne me suis pas encore remis de la défaite concédée face au Nigeria. C'est encore lourd. Hein. Coach, c'est encore lourd à votre niveau? Ouais, on est en train de réfléchir pour trouver la solution par rapport au troisième match. Donc on est un peu sonné, mais ça va. D'accord, merci à tous les trois, encore une fois de plus, de votre présence ici. Ce numéro du brunch de la CAN nous permettra, comme il est de coutume, d'analyser les enjeux des rencontres prévues ce soir, mais aussi de passer en revue celles qui se sont déroulées hier, et c'est bien sûr dans le riz couché. Le premier coup de louche à sauce dans ce riz couché, c'est bien sûr le match Cameroun-Sénégal. Tenez-vous bien, les lions indomptables du Cameroun se sont fait chasser de leur tanière par ceux de la Teranga par 3 coups de patte. Après 3 buts encaissés au cours de cette rencontre, une défaite qui nous amène ce matin à s'interroger si le continent, comme on l'appelle ce pays, est au bord de l'élimination dès le premier tour dans cette compétition. Je me tourne vers vous, coach Alain, pour vous poser cette question. Est-ce que le Cameroun est déjà éliminé ou est au bord de l'élimination dès le premier tour au regard de ces 2 matchs passés? Ben, je pense qu'au regard de ces 2 matchs-là, le Cameroun est au bord de l'élimination parce que pendant la première rencontre, ils nous ont proposé quand même quelque chose. Mais pendant ce deuxième match contre le Sénégal, vraiment, ça a été un naufrage collectif, dans la mesure où ils avaient commencé un bloc bas. Et au fur et à mesure, je pense que la jeunesse, l'efficacité, l'ambition et la réactivité des Sénégalais ont eu le dessus sur les Camerounais. Donc, la tanière s'est fait vraiment bastonner par son homologue Lion. Je pense que c'était une bataille entre les 2 Lions. Maintenant, celui de la Teranga a eu raison sur le lion indomptable. J'espère bien que ce lion-là va se ressaisir dans le 3e match. Sinon, le continent risque de devenir... Alors, coach, quand vous dites que le Cameroun n'a rien proposé, c'est pas un peu fort? Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Non, tactiquement, ils n'ont rien proposé. Physiquement, techniquement, dans le contenu, je pense qu'ils ont été bouffés au niveau du milieu de terrain par la jeunesse et l'expérience du Sénégal. C'est ce qui a valu même que tous ces 3 buts-là, ils auraient pu prendre plusieurs buts. N'eût été l'intelligence ou bien, je dis, la baraka de certains joueurs camerounais, mais je pense que le plus important, c'est de se remettre de cette défaite rapidement et puis rebondir par rapport au 3e match. Parce qu'une équipe comme le Cameroun sortie au premier tour, ce sera dommage pour eux. Dago Charles, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez eu cette impression aussi? Vous avez trouvé que le Cameroun n'a rien proposé hier? Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont rien proposé. Hein. Le continent est passé à côté de son sujet, il est devenu pratiquement une petite île. Voilà ce que je pourrais dire, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant pour nous qui suivons le football. Nous savions que depuis 2017, si ma mémoire est bonne, ils ont gagné la dernière coupe. Cette équipe-là était pratiquement sur une passe en chose descendante. Et puis, des garçons comme Vincent Boubacar et autres ont fait de leur mieux pour maintenir le continent encore dans la cour des grands, sur le plan continental. C'est tout. Sinon, après ça, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs de valeur dans cette équipe-là. Il n'y a plus de véritable talent. Ils n'ont qu'aujourd'hui leur combativité, leur détermination, leur refus de défaite qui compte encore avec eux. Mais quand on a face à cela un autre pays qu'est le Sénégal,
qui, ma foi, montre que de plus en plus le football devient une science exacte. Oui, le football devient une science exacte. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de devenir une science exacte dans la mesure où tous les ingrédients qui partent de la formation jusqu'à obtenir des véritables équipes, avec tous les ingrédients que les Européens y mettent pour gagner les Coupes du Monde, gagner les Coupes d'Europe, comme la Ligue des Champions, le Real, le Barça et autres, le Sénégal a commencé à mettre tous ces ingrédients-là dans la formation, tout et tout. Donc, quand tu vois une équipe comme le Sénégal battre tout le monde sur le continent, dans toutes les catégories, c'est que la formation est en train de payer, ce qui était le cas hier chez nous, avec les Ezeto, la formation de la Sec Mimosa, avec Jean-Marc Guiou, ils ont rasé tout le monde sur leur passage, jusqu'à devenir numéro 1 africain. Et je pense que le Sénégal s'est inscrit dans cette durée-là. Et quand on arrive au sommet avec des garçons comme Camara et autres, accompagnés, soutenus par encore des grands monuments, Kalidou, Mané, ça ne peut donner que ce résultat-là. Ça ne peut donner que ce résultat. Tant que les autres nations, comme je dirais la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres, on va toujours continuer à s'appuyer sur les binationaux, sur les gens de façon spontanée, sporadique. On rencontre, donc on dit que Darouche est fort, allons le chercher. Zézeto est fort, allons le chercher. Tant que ce n'est pas une affaire de formation, de groupe, parce qu'au football, il n'y a pas de génération spontanée. Tant qu'on n'ira pas dans ce sens-là, on pourra gagner une fois. Mais on ne gagnera pas 2 fois, 3 fois sur la durée. L'Égypte a gagné sur la durée. 3 compétitions consécutives. Je ne suis pas loin de penser que le Sénégal peut rééditer cet exploit-là. Parce que le football que le Sénégal nous propose sur les 2 derniers matchs, le premier match, et hier surtout, franchement, c'est un régal. D'accord. C'est un véritable régal et les enfants montent en puissance. Ils n'ont peur de personne. Tout le monde qui avait peur du contact, de l'impact physique que le Cameroun met, ces garçons hier, ils ont joué sans complexe devant ces soi-disant Camerounais, chose qui joue le physique. Ils ont joué de la malice, de la technique, et c'était plus simple pour eux de gagner le continent. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le Cameroun soit malmené comme ça. C'est un grand du continent. Ce n'est pas intéressant qu'un grand du continent soit malmené comme ça. Ce n'est pas vraiment intéressant pour une CAN qui se joue chez elle, chez ses beaux-parents. Chez ses beaux-parents. Il ne faut pas venir humilier les beaux-parents comme ça à domicile. Vraiment, les Sénégalais ne sont pas sérieux. Bon, ils ont fait le job. Hein. Ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Zito, vous disiez en offre que vous n'êtes pas surpris de ces résultats. Oui, je ne suis pas surpris. Comme je l'avais dit avant, je ne suis pas surpris du résultat, même du contenu du jeu aussi. Mais il faut dire aussi que, oui, je ne suis pas d'accord un peu avec mes 2 grands frères. Quand même, les 10, 15, 20 premières minutes, le Cameroun a tenu tête quand même. Donc le Cameroun a proposé quelque chose dans ce match. Ils ont proposé quelque chose par rapport toujours au premier match. Là, on sentait qu'il y avait une équipe qui était là, qui avait envie et tout. Mais après, comme je l'ai dit aussi, que le Sénégal, c'est une équipe au premier match qui a... C'est un vrai leader, on va dire. Donc au fur et à mesure que le match avançait, ils ont su s'imposer, mettre ce qu'il fallait, mentalement, physiquement, techniquement, avec tout le groupe. Je pense même que Sadio Mané même s'est un peu sacrifié les 30-40 premières minutes parce qu'il voilà, fallait que tout le monde joue. Et en deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Physiquement, ils étaient prêts. Il y a eu quelques changements. Et après, Sadio Mané, à la fin, il marque un super but sur un centre de Gana Gueye. Donc c'est une équipe qui monte en puissance et qui a montré vraiment hier que c'était un leader et qu'ils sont venus vraiment pour reprendre le titre encore. Mais je pense qu'il faut compter sur ce Sénégal-là. Après les matchs, tous les matchs ne se ressemblent pas. Mais il faut dire aussi que le Cameroun n'ont pas été ridicules. Mais vu le statut que le Cameroun a, c'était un match très moyen. Donc on espère que pour le troisième match, ils vont pouvoir se rattraper. Puisqu'ils peuvent encore... Ils peuvent encore... Non, les 20 premières minutes, ils n'ont pas été ridicules. Mais c'est pas du 90 minutes. Oui, mais non. Quand tu joues 20 minutes, ils ont joué 70 minutes. On voit toujours la progression de l'équipe. C'est en fonction de ça. Non, je veux dire... Non, le code dit ils ont été ridicules, ils ont été... Tu as pris 3-0, tu as été ridicule? Je pense que le Sénégal a été plus fort.
Mais donc tu nous rejoins. Comment on appelle ça? Le Cameroun n'a pas démérité. Le Cameroun n'a pas démérité puisque mais oui. D'accord, il faut toujours voilà. Ils ont pris 3-0 mais ils n'ont pas démérité. Mais tu peux prendre 3-0, ils les ont pris à quel moment? Juste dis ceci à l'endroit de. C'est pas parce qu'on paie 3-0. Non, c'est que sa chérie est du Cameroun. On vous a compris. Sa chérie est Dis camerounaise. cela à l'endroit de nos internautes qui sont nombreux à nous suivre. Vous êtes dans l'émission Le Brunch de la CAN et nous sommes en train de débriefer le match Cameroun-Sénégal qui s'est soldé par 3-1 en faveur du Sénégal. Vous pouvez nous donner votre commentaire, laissez votre commentaire puis on va le relayer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Dites-nous en commentaire puis on va le commenter ici sur ce plateau. Alors coach, je me tourne vers vous. Ce qu'on a constaté dans ce match Cameroun-Sénégal, c'est que le coach Rigobert Song a fait un changement. 7 joueurs qui ont commencé le premier match face à la Guinée ont été mis sur le banc pour ce second match. Comment on peut expliquer cela tactiquement? Ben, comme on le dit, hein, c'est lui qui sent ses joueurs. C'est lui qui sent qu'après le match contre la Guinée, peut-être qu'il a senti que ces joueurs-là n'étaient pas à 100% de leur potentiel pour affronter le Sénégal. Donc, pour lui, quand il fait entrer 7 nouveaux joueurs frais, pour lui, d'après lui qui sont frais, ils vont tenir tête au Cameroun, mais au Sénégal, c'est l'inverse. J'aurais voulu qu'il commence avec la même équipe qui a tenu tête à la Guinée. Parce que le jeu du Cameroun, du Sénégal et puis de la Guinée, c'est la même chose. C'est le même jeu. Technique, tactique, déplacement, replacement, rapidité dans tout ce qu'ils font. Mais je pense que si il avait continué avec ce même groupe, ma foi, il n'allait pas prendre l'eau de toutes parts. Il s'est trompé de tactique complètement. Il s'est trompé de tactique. Parce que quelqu'un qui ne fait même... Ici, on est en Coupe d'Afrique. La CAN, ce n'est pas un championnat de... Je ne sais pas comment il est. Mais tu n'as même pas joué 1 minute. Tu n'as pas joué 1 minute pendant les premières 90 minutes. Et du coup, le deuxième match, tu deviens titulaire. Khalil, de toi à moi. Deuxième match, il devient titulaire. Dans quelle rencontre? Et contre qui? Contre le Sénégal? Non. C'est difficile? C'est très difficile même. Coach, vous en tant que joueur, vous pensez que c'est difficile? Certes, on peut ne pas commencer une compétition, on peut ne pas avoir joué le premier match et puis entamer le second. Mais en tant que joueur, est-ce que c'est forcément difficile? On peut s'en sortir? Non, on peut s'en sortir, bien sûr. Ça peut être compliqué comme ne pas être compliqué, c'est le foot. Hein. Voilà, il y a des gens qui se chauffent même pas dans un match et puis il y en a qui c'est pareil. Mais je pense que où je suis un peu d'accord avec le coach, c'est où quand même changer 7 joueurs, c'est beaucoup. C'était trop. Ouais, c'était trop. 7 joueurs quand même, c'est beaucoup. Je ne sais pas quel plan de jeu il voulait mettre en place, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais changer 7 titulaires quand même, ça fait beaucoup. Donc je pense que là, ça a été un peu l'erreur, parce que tu mets des gens qui ne sont pas habitués à être titulaires contre le Sénégal, qui vient de battre la Gambie 3-0 et qui est leader, qui vient de gagner la dernière Coupe d'Afrique. Ce n'est pas évident pour ceux qui vont rentrer. Pourtant, mais je pense que 7 joueurs, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Alors, dans votre 7 joueurs, changer complètement 7 joueurs, est-ce que ça dit que le Lion ne savait pas où mettre les pattes? Écoutez, Song vient de montrer par ces choix-là qu'il n'a pas le niveau. Il ne faut pas qu'on tourne autour du C'est pas trop fort, Dagocha. C'est mon ex-collègue, on a joué la CAN 2000 ensemble, mais il m'a battu au Ghana, Nigeria. Mais les choses sont claires, n'ayons pas peur des mots. Vous pensez qu'il n'a pas le niveau? Il n'a pas le niveau. Un entraîneur ne peut pas préparer une équipe pendant... Song a fait une Coupe d'Afrique avec eux. Il a fait une Coupe du Monde avec eux. Et puis il va changer 7 joueurs pour le deuxième match. 7 joueurs. Ça veut dire quoi? Il est dans une crise de confiance avec les joueurs qu'il a sélectionnés. Il n'a pas le niveau. Et ces 7 joueurs lui ont montré qu'ils n'ont pas le niveau face au Sénégal. Quelle est cette compétition? On commence avec un joueur, avec des joueurs en qui on a confiance. Qui font un bon match. Et le lendemain, on change toute une équipe. Parce que 7 joueurs, c'est une équipe qu'on change. C'est l'ossature, c'est la colonne. C'est toute l'équipe qu'il a changé. Donc le prochain match face à la Gambie, il va encore changer 7 autres joueurs. Il a raison, il en a 27. Donc il peut utiliser autant qu'il veut. Non, moi je pense qu'il n'a pas le niveau. Que le président Eto'o m'excuse, mais un coach sérieux ne peut pas faire ça dans une compétition. Une compétition où tous les joueurs montent en puissance. Les premiers matchs sont des matchs d'appréhension.
On est là, on est tous dubitatifs, on est hésitants, on a tous peur, il y a l'appréhension du match, on a le stress, tout ça. Et au deuxième match, progressivement, on se libère. Au troisième match, tout le monde, l'adrénaline descend, ça monte, et puis on déroule. C'est ça une compétition. C'est comme ça, on la vit tous, une compétition. C'est comme ça, Lim Song, il a vécu la compétition. Donc comment est-ce qu'il peut mettre un joueur aujourd'hui, demain, il le met complètement... Enfin, c'est les mêmes changements des choses là, de Gassier là. D'accord. De Gassier là, c'est les mêmes choses là. Non, mais franchement, qu'ils m'excusent, mais non, Song n'a pas le niveau. Si c'est lui qui fait vraiment le classement, à moins qu'il ait été influencé par le comportement d'un certain nombre de joueurs, parce que chez eux aussi au Cameroun, il ne faut pas qu'on oublie que, franchement, très vite, les hommes se placent entre hommes pour se mesurer. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de tractations entre eux, il y a eu plein de choses, il y a eu des propos qui sont sortis et autres, qui expliquent un peu cela. Mais je veux dire qu'au-delà s'il y avait ce type d'attitude-là, dans les vestiaires, si les vestiaires n'avaient pas été maîtrisés, si c'est ce qui explique le fait qu'il ait changé 7 joueurs, je peux comprendre. Mais s'il n'y a pas des choses de ce genre, alors Song n'a pas le niveau. Alors coach, Dago dit Song n'a pas le niveau. Est-ce que ce n'est pas la jeunesse de cette équipe qui a occasionné tout ceci? Et je le dis à partir des propos qui ont été tenus par l'entraîneur lui-même à l'issue de sa conférence de presse. Je vais vous rapporter ces mots. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir que maintenant, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Il faut nous accorder encore quelques temps. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que Song vient de nous dire là. Oui. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Song parce que... Il estime qu'il a une équipe Non, tu ne peux pas sortir du mondial. Tu ne peux pas sortir du mondial avec un groupe compact. Et puis du jour au lendemain, tu changes toute cette équipe. Et tu dis que l'équipe est jeune. Et puis tu parles de l'équipe est jeune. Non, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit il est en train de... Non, ce n'est pas maintenant. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui... Il aurait dû attendre après cette canne-là. Il aurait dû attendre après cette canne pour commencer à rebâtir son effectif, comme il le dit. Et puis pendant cette CAN, tu as un effectif avec lequel tu as joué le mondial. Tu peux changer au maximum 5 joueurs. Tu fais entrer 5 nouveaux. Je suis d'accord. Et la CAF même te permet même d'aller avec combien? 27 joueurs. Donc ça veut dire qu'au mondial, là, tu peux garder tout le monde et puis ajouter les nouveaux que tu veux ajouter. Et puis faire une bonne prestation pendant cette CAN. Et puis après, tu as le temps de préparer la relève. Regarde le Sénégal. Ils sont venus avec tout leur même effectif du mondial. Ils n'ont injecté que quelques jeunes qui ont joué le CHAN, qui ont joué les compétitions, les hautes compétitions. Mais aujourd'hui, là, ils sont sur une très bonne pente. Parce que ces jeunes-là sont encadrés par qui? Parfaite transition. Ils sont d'une très bonne transition. Ils sont encadrés par qui? Aliou Cissé. Par Aliou Cissé, qui est d'abord le sélectionneur, mais par qui? Par le capitaine, par toute cette armada, Sadio Mané, tous ces gardiens-là qui sont en train de montrer à ces enfants-là que n'ayez pas peur. C'est comme ça une sélection. Rigo, il fait une mauvaise communication. Très mauvaise. Il fait une mauvaise communication parce que c'est quand même le Cameroun. Quand le Cameroun vient une Coupe du Monde, c'est pour la gagner. Et une Coupe d'Afrique, pardon, c'est pour la gagner. C'est pour la gagner. Donc dans ce cas, avant de venir, il aurait dû faire une communication pour dire ouais, j'ai un groupe qui sont jeunes, je viens pour apprendre à la Coupe d'Afrique et je me prépare pour la Coupe d'Afrique prochaine. Parce que là, en plein cadre, on ne peut pas dire que je suis en train de construire une équipe. Merci. Donc je suis désolé. Donc il aurait dû faire sa communication avant. Ok, j'ai un groupe qui est jeune, j'ai de nouveaux joueurs, donc je viens à cette canne-là pour apprendre de mes erreurs et puis pour le... Vous trouvez son bilan négatif depuis son arrivée à la tête du Cameroun? Pourquoi? Il a fait une Coupe d'Afrique. Voilà, donc il a été troisième. C'est pas ce qu'on espérait pour le Cameroun, mais c'est quand même pour un nouveau coach, pour quelqu'un qui vient de débuter, je pense que voilà, c'est pas mal. D'accord, vous qui disiez qu'il n'a pas le niveau, vous dites qu'il a fait une Coupe du Monde. Non, mais le groupe, il y a un groupe qui s'est préparé bien avant, et lui il est venu comme un cheveu sur la soupe. Il a fait demi-finale de la Coupe d'Afrique, il a fait une préparation Coupe du Monde, on sait ce qui s'est passé. Ils ont même battu le Brésil, avec un superbe but de Vincent Boaka. Mais quand on sort de là, on commence à préparer la Coupe d'Afrique. Quand on sort de là, on prépare la Coupe d'Afrique. Donc les joueurs qu'il a appelés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, mais les joueurs qu'il a appelés ne sont pas des joueurs à partir desquels on peut dire que non, on vient pour s'entraîner et puis préparer la CAN 2025 ou la CAN 2027. Non, tu peux pas avoir Toko Ekambi, Vincent Boubaka, Onana, le grand Manchester United, et puis tu vas dire on a trop de jeunes venus. Et tous ces jeunes-là, ils n'ont pas 17 ans, 18 ans et tous. Ils sont au-delà de 20 ans. Et ils jouent tous dans de très bons clubs européens. Donc non, il est en train de voir
Moi, j'aurais souhaité qu'il montre que le Sénégal est maintenant au-dessus du continent. Tu vois, l'humilité, là, c'est ça aussi, ça grandit l'homme. Hein. Le code du Maroc. Oui. Le code du Maroc. Voilà, Redragui. Il avait été à un moment donné dans les nuages. Au même titre que Jamel Belmadi, quand ils ont remporté les différents Coupes d'Afrique. Voilà, l'ami de mon petit frère. Mais après, ils ont compris que non, au football, il faut y mettre de l'humilité. Il faut respecter tout adversaire et toute compétition. Là, on a vu maintenant que Draghi a montré qu'il a dit on ne peut pas aller dire qu'on va vouloir gagner une Coupe du Monde, qu'on n'a pas gagné une Coupe d'Afrique. Ouais. Donc, il a compris qu'il faut d'abord venir gagner la Coupe d'Afrique. Et puis maintenant, aller titiller les gens. Et donc, il y met tous les ingrédients. Et il sait pertinemment. Parce que là où il a mis le Maroc par rapport au mondial, il n'y a pas de raison que lui, il n'arrive pas au moins en demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc, que Song ne nous dise pas. Moi, je dis, les choix des 7 qu'il a fait, s'il n'y a pas d'incident dans les vestiaires, parce qu'en général, en Coupe d'Afrique, on ne parle pas de nos incidents dans les vestiaires. S'il n'y a pas d'incident dans les vestiaires, quels sont les choix de façon délibérée pour prétendre battre le Sénégal? Mais 7 nouveaux joueurs, je dis que c'est montrer sa peur, sa crainte, et ça montrer ses limites. Ça veut dire qu'il n'a pas le niveau. D'accord, coach. À la suite des propos de Song, il dit ceci: peut-être que je partirai, mais il faudra que celui qui arrive trouve quelque chose et soit dans la continuité. Alors, quand on entend de tels propos, quel avenir on peut prédire à Song? Mais Song lui-même, il a déjà prédit son avenir. C'est-à-dire Il a dit qu'il va partir, simplement. Il a déjà prédit son avenir. Il n'a pas confirmé, il a dit peut-être. Et puis qu'il sache que tous les entraîneurs qui s'en vont là, le pays est dans la continuité. Il n'y a pas un entraîneur qui va libérer puis le pays. Il va partir et puis il va prendre tous les joueurs pour partir. C'est impossible. C'est les joueurs du pays? C'est les joueurs du pays, ils sont camerounais. La seule chose, il faut dire que Song ne maîtrise pas ses vestiaires. C'est tout. D'accord. Si Song il est dépassé par les événements. S'il maîtrise ses vestiaires, Song attend. Dans le monde entier, c'est impossible qu'en pleine compétition, après un match, je dis bien après un match nul, contre qui? Contre la Guinée, tu changes 7 joueurs. Même pas 2. D'accord, peut-être qu'il a déjà fait ses bagages. On a bien compris. On va s'intéresser à un autre joueur du Cameroun. Le portier, le gardien Onana, vous le savez, il est au centre de la polémique depuis quelques temps, oui. Du fait du retard avec lequel il a rejoint l'équipe en Côte d'Ivoire. Il est venu juste à la veille. Oui. Pour son premier match, déjà, il encaisse 3 buts. Zeto, est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu son charme? Non, pas du tout, pas du tout. On dit toujours un grand gardien, c'est parce qu'il a une bonne défense. Alors, un grand gardien, c'est celui qui a une bonne défense. Donc, si ça... À Manchester United aussi. Mais il n'a pas... Là-bas même, là, je dirais même pas qu'il a une défense, c'est une passoire là-bas. Donc, non, vous voulez qu'il fasse quoi? On a vu ses performances à l'Ajax, on a vu ses performances à l'Inter. Mais quand tu arrives dans une équipe, il n'y a pas de... c'est lui-même qui les sauve. Ta défense ne te protège pas. Mais Zieto, on l'a vu sur le premier but, il a fait une erreur. Non, c'est pas une erreur. Non, jamais. Le gardien n'est pas dans le duel, il dégage. Le joueur, il contrôle, les joueurs doivent sortir automatiquement. Et quand le joueur sur cette occasion où il a boxé le ballon, si Onana s'amusait à vouloir prendre ce ballon-là, mais coach, est-ce qu'on peut dégager dans l'axe? Est-ce qu'on peut dégager dans l'axe? Non, mais c'est dans un duel, il part dans un duel. Après, le ballon retombe où il veut. Mais le grand gardien aussi doit savoir dégager à côté, très loin de ses poteaux. Khalil, il y a 2 joueurs qui sont au duel. D'abord, le problème, même le ballon est dans sa surface de réparation. Il demande à ses gars de quitter, le gars est arrêté devant lui. Mais il vient, il boxe le ballon hors de sa surface. Maintenant, quand le ballon tombe là-bas, là, c'est pas lui qui vient de boxer le ballon, c'est pas lui encore qui va aller là-bas pour faire le duel. Non, c'est impossible. Non, il a un partenaire même qui est dans la zone où le ballon est tombé. Qu'est-ce que lui devait faire? Coach Alain, il veut poser le problème de l'arrivée d'Onana. C'est ça qu'il veut parler en réalité. Non, Onana n'a aucun le fait qu'il soit venu à la veille pour jouer un match, que ça c'est ça que tu veux parler. Il faut y arriver. Justement, voilà, pas parler de la boxer le ballon. Qu'est-ce que vous avez pensé de son attitude? Sur les 3 buts, il ne pouvait rien. De l'attitude de Onana. Moi, je fustige le président de la fédération. Samuel Eto'o-Fils. Je fustige. Le fait d'avoir rejoint son équipe un jour après le début. Mais vous savez, les règlements sont clairs. Le règlement de la FIFA est clair. Quand un joueur est convoqué, il doit venir en club. S'il est blessé, se faire examiner par son club et puis il retourne. S'il est convoqué, il ne peut pas venir.
et qu'il explique une raison pour laquelle la fédération, sa fédération, accepte le principe, que lui vienne après, ce n'est pas la faute du joueur. C'est tout. Il ne faut pas montrer aux gens, parce qu'il y a vu beaucoup de nos confrères consultants dire non, Onana n'aime pas son pays, il n'aime pas la Coupe d'Afrique, il a privilégié tant. Il a posé un problème, c'est de son employeur. C'est son employeur qui pose et le l'employeur problème. sait qu'il y a un règlement de la FIFA qui l'oblige à libérer le garçon. Mais si l'employeur, le garçon, demande à la fédération, que la fédération dit oui, ce n'est plus la faute ni de l'employeur, ni de la fédération. Eto'o aurait été ferme que Onana serait venu. Il allait venir. Il serait forcément venu. Ou alors, on l'aurait radié de l'équipe nationale et on aurait joué la compétition lui. S'il est venu la veille, c'est parce que la fédération camerounaise de football, à la tête, le grand Pichichi, Samuel Eto'o, ils ont bien voulu accepter cette donne-là. Donc, on ne fustige pas le garçon, qu'on ne l'accuse de rien. Mais au-delà de ça aussi, il y a des problèmes de vestiaire qui sont évoqués. C'est pour ça que ça, c'est du ressort de l'administration. Quand vous êtes dans une administration d'une équipe nationale et que vous ne maîtrisez rien, il n'y a pas de règlement intérieur à votre sein, il n'y a pas de code de conduite entre vous, ce n'est pas du professionnalisme. Mais c'est ça que la plaie du football africain. On fait tout par sentiment. On fait tout par sentiment. Même le grand Samuel Eto'o, quand le problème des choses s'est posé au mondial, qu'est-ce qu'il a dit? Onana, c'est mon fils. Il était dans mon centre d'information, c'est mon fils. Nous sommes dans le paternalisme, nous sommes dans les histoires de famille, et tout ce qu'on gère, on le gère comme ça, avec nos sentiments et les émotions. Mais les Européens, ils gèrent les trucs comme des professionnels. Donc, le cas pour me résumer, le cas Onana est un cas qui incombe exclusivement à la fédération, et donc pour moi, à la tête Samuel Eto'o. Dagocha a parlé de paternalisme. Justement, il y a certains qui estiment qu'il est beaucoup couvert, je parle d'Onana, qu'il bénéficie de beaucoup de grâce de la part de l'administration du football camerounais. Est-ce que quand on est joueur et puis on a un partenaire qui est dans cette situation, est-ce que ça ne peut pas impacter négativement sur le résultat du groupe? Ouais, pourquoi ça peut impacter? Parce que, comme Dago l'a si bien dit, c'est parce qu'il a eu un deal avec la fédération. Donc, ça veut dire que si la fédération accepte, demain, un autre joueur fera la même chose. Donc, il faut l'accepter. Et c'est comme ça que tous les problèmes commencent. Quand on accepte pour un, il faut s'attendre aussi à accepter pour les autres. Aujourd'hui, c'est Onana. Ils ont trouvé un deal. Moi, je n'accuse pas Onana. Je suis comme Dago Charles. Il a posé un problème. Ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci. On va gérer ça comme ça. Mais demain, si Dago, il a vu Onana faire ça, il va se dire, OK, moi aussi, demain, je peux prendre une permission. Et puis, au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que, comme il a dit en Afrique, ça pourrit les vestiaires. Parce que ça amène de la frustration. Parce que demain, si moi aussi, je suis dans un dilemme et que je demande la même, comment on dit ça, la même doléance, et puis on me refuse, demain, quand je vais me braquer, ils vont dire, ouais, voilà. Donc, quelque part... Donc, après, quand je vais dire, non, l'autre, il a fait ça, moi, ils ne m'ont pas permis de faire ça, c'est ce qui envoie tous ces problèmes. À vous entendre parler quelque part du gouvernement, n'est pas forcément le seul responsable. Onana, c'est même pas le responsable. Je pense que la fédération, elle aussi est non, elle doit prendre des responsables. Elle doit être ferme. On t'appelle, tu ne peux pas venir. On prend une autre à ta place et puis on avance. Parce que si tu couvres celui-là, mais demain tu vas couvrir tous les autres. Qu'est-ce qui prouve que les gens étaient contents dans les vestiaires? Parce qu'il est venu, il est venu 2 jours après. Il a joué à la place de l'autre. Et il est venu en jet privé. Moi, à la place de l'autre gardien, mais comment je vais me sentir? Donc, on ne compte pas sur moi, donc moi, je ne suis pas important comme lui, voilà. Et puis, c'est comme ça, ça crée des problèmes petit à petit. D'accord, mais après, ça n'empêche qu'il faut rester professionnel. D'accord. Ça n'empêche qu'il faut rester professionnel. Mais c'est difficile. N'oublie pas, parce que c'est difficile. Et dans les groupes, ce que beaucoup oublient, c'est que dans les groupes, il y a des affinités. Il y a des affinités. Vous êtes 27, mais vous êtes 2 ou 3 qui êtes des amis. C'est ça. 2 ou 3 qui êtes des amis. Donc, quand vous êtes en France, on a français, moi, mon gars, aujourd'hui, ça pourrit notre groupe à nous. D'accord. Coach, parlons toujours de Onana. C'est vrai, Zéto l'a dit, une équipe, c'est la défense. Si elle ne rassure pas, c'est évident que le gardien puisse encaisser. Mais le gardien, vous êtes coach, je ne vous apprends rien, est le dernier rempart au sein d'une équipe. Onana, il encaisse trop. 3 buts pour un démarrage. Mais sur les 3 buts, là, Onana n'a aucune responsabilité. Ça, d'abord, c'est que les gens doivent... Est-ce qu'il a joué son rôle de gardien? Il a joué son rôle de gardien de but. La preuve, sur le but que le Cameroun marque, le but vient de qui? Le but vient de Onana. C'est Onana qui booste même, qui encourage les autres à aller chercher l'égalisation. Le deuxième but qu'on rate, que le Cameroun rate, ça vient de qui? Ça vient d'Onana? On a vu son vrai visage. Hein, non. Ça vient de qui? Ça vient d'Onana. Mais derrière,
derrière, quand les gars finissent de rater ce deuxième but, regarde le marquage que le gars rate là-bas. Et Onana lui demande d'aller coincer le gars. Parce que laisser un joueur comme ça... C'est pas seulement en équipe nationale, même en club, on voit ses prestations avec Manchester United. Il a quel défenseur à Manchester même, dis-moi. Finalement, il n'a pas de défenseur alors. À Manchester, ce dernier match qu'il joue avant de venir, le dernier match de Manchester qui finit avant de venir, grâce à Onana, ils ont pu faire un match nul 2-2. Ça, tu penses que s'il n'était pas fort... Et même son dernier match avant de venir en sélection, il a encaissé. Khalil. Si c'était même pas Onana même là, ce jour-là, Manchester... Non, Khalil, moi je vais te poser une question. Et puis il faut me répondre sincèrement. Parce que apparemment, tu es une scène défensive par rapport à Onana. Attends, s'il te plaît. Tu penses que s'il n'est pas bon, les Blancs, là, les Européens vont vouloir le garder pour nous demander de rester, alors qu'il doit venir à la CAN. Pour répondre à la question, si j'étais consultant, j'allais répondre à la question. Mais ici, c'est moi qui pose. Mais les questions que tu poses là, elles sont trop orientées. Je ne peux pas poser. Mais nous te disons qu'il est bon, tu tiens à nous dire qu'il n'est pas bon. Non, je ne tiens pas à vous le dire. Je vais te rappeler quelque chose. La finale City-Inter. C'est ce que Guardiola a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Guardiola a dit la finale a duré parce qu'en face, il y avait un gardien qu'on appelait Onana. N'eût été la baraka d'Onana, on n'allait même pas arriver jusqu'à la 90e minute, même jusqu'aux prolongations. Donc, attends, tu es très bon, mais si à un moment donné... D'accord, monsieur, comment est-ce que le Cameroun pourrait se relancer dans cette compétition? En troisième match, le Cameroun va affronter la Gambie, qui est éliminée de la compétition, c'est vrai, mais ce pays voudra quand même honorer son pays et son drapeau. Tu sais, pour que le Cameroun se qualifie, il faut être humble. Il faut redescendre sur terre. C'est-à-dire reprendre les mêmes qui ont joué contre la Guinée, mettre un bon bloc défensif avec des gars rapides sur le côté et puis avancer au fur et à mesure. Commencer d'abord dans un premier temps à attaquer la Gambie, le bloc. Il ne faudrait pas que le bloc soit bas, il faut que le bloc soit haut, puisqu'on a un gardien de but qui est derrière nous, qui sait jouer du pied, qui sait communiquer, qui sait anticiper. Si on fait le bloc haut, on pourra facilement gagner cette Gambie. Mais si on remet les mêmes qui ont commencé hier contre le Sénégal, c'est que les Gambiens, avec leur vitesse, leur course, c'est vrai que les Gambiens, ils n'ont pas de réussite devant le but, mais c'est des gars qui sont athlétiques. Donc, mais mieux, Khalil, je m'excuse, mais la Gambie n'est pas encore éliminée. Hein. Non. Il peut aussi battre le Cameroun, ils ont 3 points. Et peut-être avec 3 points, on ne sait jamais, peut-être parmi les 4. Troisième match. Voilà, donc ils ne sont pas encore éliminés. Ça veut dire que le match face au Cameroun est un match d'enfer que le Cameroun aussi doit livrer face aux choses, aux Gambiens. Les Camerounais, en gagnant ce match-là, auront au moins, je crois, 4 points. 4 points. Voilà, et donc si les Gambiens les battent, les Gambiens auront 3 points. Et qu'on va dans les autres poules là, s'il n'y a pas un qui a plus de 3 points, c'est fort possible que... C'est possible pour le Cameroun de prendre ces 4 points-là? Ah oui, non, c'est possible pour le Cameroun en battant la Gambie, d'avoir les 4 points et puis espérer. À 4 points, en général, c'est plus certain d'être parmi les 4 premiers. Voilà, donc c'est vraiment un match ouvert pour moi. Les Gambiens et les Camerounais, c'est un match ouvert. C'est un match ouvert en plus, mais le Cameroun doit donner encore plus parce que les qualifications passent par ce match-là. Et puis la suite de la compétition aussi. Donc je pense qu'ils vont jouer avec le cœur. Et comme on les connaît, ils vont nous faire des surprises, j'espère. D'accord. Deuxième sujet de cette émission, ça sera dans quelques instants. Avant la victoire du Sénégal, l'équipe du Cap-Vert avait obtenu sa qualification en battant le Mozambique 3-0. Le Cap-Vert, d'ailleurs, la première équipe à se qualifier pour les 8e de finale, 2 victoires sur 2 matchs. Zeto, est-ce une équipe qui a tout pour atteindre le dernier carré de cette compétition? Bien sûr, bien sûr. Je dirais que ça sera compliqué un peu ou... Je ne sais même pas, parce que cette équipe-là... Posez la question à Dago, parce que je ne sais même pas quoi dire. D'accord, on va... Est-ce que l'équipe peut atteindre le dernier carré de cette compétition? Oui, c'est possible. C'est possible déjà. Je pense qu'elle a atteint les quarts de finale hein, en 2017, je crois que ma mémoire est bonne. Ils ont atteint les quarts de finale déjà.
Et puis c'est une très bonne équipe. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas se baser sur l'historicité des équipes. Il faut regarder ce que les équipes actuelles présentent, proposent. Si ce qu'elle nous a donné, elle nous a proposé sur les 2 derniers matchs du Cap-Vert, c'est franchement une équipe qui joue en un bloc très haut et qui n'a peur de personne, qui joue un football décomplexé. Et on n'est pas surpris de la voir battre cette équipe-là et puis voilà, se qualifier immédiatement avec 6 points. Maintenant, ils sont qualifiés. Ils ont un 3e match qu'ils seront gérés. Ça, c'est important. Ils ont un 3e match qu'ils seront gérés tranquillement. Et puis bon, malheureusement, ce match, voilà, ils sont tranquilles. Et puis, ils vont se projeter sur les 8e de finale. Ils vont voir l'adversaire venir. Moi, pour moi, en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas de véritable star. Ils n'ont pas de véritable star qui tire tout le monde vers le haut, mais c'est tout le bloc qui joue. Et donc, pour moi, oui, ils ont les chances d'arriver vers les quarts de finale. Peut-être pas le dernier carré, mais ils peuvent arriver en quart de finale, en tout cas. Dernier carré pour vous? Non, ça sera difficile dans le dernier carré parce que il va d'abord chercher à savoir quel sera l'adversaire en 8e. Et puis, il y a ce problème de gérance de l'effectif. Je fais 2 victoires avec un effectif. Il faut que j'arrive à soulager des potentiels titulaires pour les 8e de finale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de mettre certains autres joueurs en lumière pour ne pas être ridicule dans ce 3e match. Continuer dans la même confiance, maintenir la confiance et puis avoir des joueurs frais pendant les 8e de finale. Parce que si je joue avec les mêmes joueurs pendant 3 matchs, c'est sûr qu'en 8e de finale, ils seront émoussés. Non, je pense qu'ils seront gérés. Ça dépend des sélectionneurs. Ils vont changer, mais il faut changer des joueurs clés. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils changent des joueurs clés qui sont les socles de sa victoire, de ces 2 victoires. Pour le 3e match? Pour le 3e match. Il faut qu'ils mettent ces joueurs clés-là au repos. C'est clair. Parce qu'il faut que ces joueurs-là soient à 100% pour aller. Non, peut-être pas tous. 2 fois 90 peut-être pas tous, mais il va mettre 2 fois 90 minutes. Pour garder le quand tu récupères pour attaquer 3e fois 90 minutes, tu es 2 fois plus frais que quand tu enchaînes. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens. De toute façon, est-ce que tu penses qu'ils vont arriver en quart ou en demi? Moi, je pense qu'ils vont arriver en quart. Ils vont arriver en quart. Ils vont arriver en quart. Moi, je dis qu'ils vont arriver en quart. Vous souhaitez que pour le 3e match, l'entraîneur fasse reposer ça, c'est obligé. Les cadres de l'équipe. Ça, c'est obligé de faire. Cela. Non, je ne suis pas contre. Je dis, certes, il ne va pas remplacer tous ces cadres. Il ne va pas mettre tous ces cadres. Il ne va pas enlever 7 joueurs comme ça. Parce que souvent aussi, il faut laisser. C'est toujours dans la continuité de la confiance. C'est ça. Plus le joueur joue, plus en confiance. Donc, quand il est toujours dans les matchs, ça donne de la confiance. Après, il y a des joueurs, tu les mets au repos, ils récupèrent bien, ils reviennent, ils sont en pleine forme. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que je suis en train de dire. Mais certainement, il va reposer certains cadres et puis continuer avec ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Mais c'est un match aussi, il ne faut pas négliger ce match-là parce que même si tu es qualifié, que tu prends 5-0, ça te démoralise pour le prochain match. C'est contre l'Égypte, hein? Donc il faut faire attention aussi. Parce que c'est un match aussi, si tu le gagnes, ça te met en confiance pour la suite. C'est ça. Donc il ne faudrait pas être ridicule, même si on est qualifié. C'est pour ça, quand vous m'avez posé la question, j'ai hésité, je ne sais pas comment ça va. Vous avez eu les idées. Je ne sais pas comment ça va se passer pour cette équipe-là. D'accord, alors, voilà. ce pays, le Cap-Vert, s'est qualifié pour les 8e de finale avec le Sénégal. Est-ce que, avec le jeu qui a été produit hier, on a entendu beaucoup de favoris. Est-ce que vous vous accordez à dire qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est le grand favori pour le grand final? Non, moi, je suis de ceux qui pensent que depuis, c'est le Sénégal et le Maroc. Moi, pour le Maroc, j'ai hésité. Je voulais d'abord les voir jouer le premier match parce qu'en général, comme on l'a toujours dit, quand ils descendent, c'est difficile pour eux. Mais là, sur ce que le Maroc m'a donné de voir en premier match, le sérieux avec lequel ils ont abordé ce premier match-là, même si ce n'est pas un adversaire de haut niveau, mais c'est le sérieux et le respect qu'ils ont mis dans ce match-là qui permet de croire qu'il y a le Sénégal et le Maroc qui sont les véritables favoris de cette compétition-là. Et j'aurais vraiment souhaité avoir une telle finale. Là, on va assister vraiment à du beau spectacle. Quoi, je voulais parler? Écoutez, le Sénégal a mis le sérieux, le Maroc a mis du sérieux. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de faire confiance à une nouvelle génération qui va remplacer dans quelques temps ceux qui sont vers la porte de sortie. Et cette génération est en train de donner satisfaction déjà à Aliou Cissé. Quand il va arriver dans les matchs qu'on appelle les matchs capitaux, où on a besoin de vraiment des hommes, mais ces cadres sont là. La preuve, quand le jeune
comment il s'appelle, a commencé à être émoussé, il a fait entrer qui? Gana Gueye. Et Gana Gueye a stabilisé encore plus. Il a apporté un plus. Il a même donné une passe décisive à Sadio Mané. C'est pour te dire que c'est un effectif, très puissant et qui vit ensemble et qui parle football. D'accord. Dans cet effectif-là, il y a un joueur, Sadio Mané, qui a ouvert son compteur de but hier. Zeto, ça vient un peu tard ou Non, non, ça vient pas tard. Ça vient le moment qui se doit venir. C'est tout. Comme on a toujours dit, les premiers matchs sont un peu compliqués. Et puis, c'est toujours ces stars-là qui sont toujours attendus. Donc, ça devient plus compliqué pour ces joueurs-là. Donc, comme on a dit, le premier match, si ça ne se passe pas bien, mais le deuxième match est là pour combler. Donc, la preuve, il n'a pas fait un grand match, mais il a été décisif. C'est ça la marque des grands joueurs. Où on t'attend, c'est là qu'il faut reprendre présent. Donc là, je pense qu'il a été décisif, ça va le mettre en confiance. Son équipe a gagné 3-1. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour entrer dans une compétition comme ça. Et le Sénégal, pour moi, depuis le début, le premier match, le deuxième match, c'est la seule équipe qui a marqué 6 buts, je crois, en 2 matchs. Donc pour moi, c'est le leader de cette CAN-là pour l'instant. Avec le Maroc, bien sûr, qui a fait un très bon match, qu'on verra bientôt aussi pour son deuxième match. Je pense qu'il y a des équipes quand même, on sent qu'elles vont arriver très loin, comme le Maroc et puis le Sénégal. D'accord. Le dernier match des Lions de la Teranga sera contre le Sili national de la Guinée. L'équipe qui est entraînée par le Guinéen Kaba Diawara, qui vient d'ailleurs de se relancer dans cette compétition en battant l'équipe gambienne 1-0 après son nul 1-1 contre le Cameroun. Dagochal, quelle suite pour la Guinée dans cette compétition? Non, la Guinée a déjà quelque chose en 8e de finale. Moi, je suis convaincu qu'ils ont déjà 4 points. 4 points, c'est sûr qu'ils vont être soit deuxième ou même troisième. Si le Cameroun gagne. Non, ça fait 2 à 4 points. Ça fait 4 points. Ça fait 4 points. Et puis ils ont fait La Guinée va rencontrer le Sénégal. Voilà, donc même s'ils perdent contre le Sénégal, voilà pourquoi je dis, voilà, ils ont tous les 4 points. Mais il y a les autres points qui vont compter aussi pour les autres. Non, parce que oui, mais moi je pense que je suis convaincu que la Guinée est déjà à 51%, un pied en quart de finale, en 8e de finale. Maintenant, ce sont 2 frères. Qui dit Sénégalais, dit Guinéen. Qui dit Sénégalais, dit Malien. Ces 3-là, ils s'entendent très bien. Donc voilà, pour moi, le Sénégal est déjà qualifié pour aller dans le sens des autres tout à l'heure qui disaient qu'il y a une façon d'aborder les matchs avec les joueurs qui ne sont pas titulaires, d'autres qui sont titulaires. Je pense que la Guinée et le Sénégal vont essayer de reposer un certain nombre de joueurs pour être beaucoup plus frais lors des 8e de finale. Ce sont les matchs coupés. Il n'y a plus de championnat, plus de calcul à faire. Voilà, donc je suis convaincu qu'on va assister à un match simple. Sinon, en temps réel, le Sénégal doit pouvoir battre cette équipe guinéenne. Exactement. Parce qu'elle n'a pas proposé grand chose face au Cameroun. Alors que quand il y avait cette équipe sénégalaise face au Cameroun, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc normalement, le Sénégal doit pouvoir battre cette équipe guinéenne. Maintenant, ça reste un match. Les révoltes et les déterminations des autres peuvent faire la différence. Mais je suis convaincu que bon, les 2 équipes vont se qualifier. Coach? Non, mais je pense que le Sénégal va faire un match sérieux face à la Guinée. Parce que, ça, c'est un match compliqué pour la Guinée alors? Oui, très compliqué pour la Guinée parce que la manière de communiquer du sélectionneur guinéen, Kaba Diawara n'est pas, ma foi, c'est un manque de respect pour les autres. Et communique comment vous trouvez cette communication? Non, mais quand tu communiques, tu dis on a un groupe qui vit bien, on est prêt, on va battre tout le monde. Mais attends, tu ne peux pas battre tout le monde. Mon ami, la preuve, tu n'as même pas pu... Quand on est entraîneur, c'est intéressant d'avoir ce genre de discours. Non. Il faut d'abord, dans un premier temps, respecter l'adversaire. Oui, c'est vrai qu'on ne dit pas on va battre tout le monde. On ne peut pas dire, il faut respecter l'adversaire. Oui, mais... Il faut respecter l'adversaire. On a joué au foot, on est tous en... Non, Zeto, il y a des communications qu'on fait, mais il y a des communications qu'on ne fait pas. Quand tu dis déjà battre tout le monde et puis on te bat. Et puis on te bat à la fin. Voilà, c'est un prétentieux. Mais il n'a pas encore battu jusqu'à... Non, il faut respecter. Il est passé à côté de la défaite face au Cameroun. Il faut respecter l'adversaire. Il faut qu'il respecte tous ces adversaires-là. Il faut qu'il prenne la peine de dire que c'est une compétition vraiment très élevée. Il y a beaucoup d'équipes qui ont un niveau pas possible. Surtout qu'il a perdu son capitaine. Voilà. Mais on va faire l'effort pour ne pas être ridicule. Je pense que quand tu dis comme ça, c'est une meilleure communication. Et puis honnêtement, la Guinée n'est pas taillée pour gagner cette CAN. Aliou Cissé peut se permettre de dire par exemple, bon, je viens du mondial, ou bien le Marocain peut dire, j'ai joué la demi-finale du mondial, bon, je viens, non. Il faut avoir beaucoup d'humilité, être calme, savoir communiquer, donner confiance à ces joueurs pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes.
D'accord, c'est bien noté, coach. On va se tourner vers Dagochal pour son piment. Et ça d'accord. Après ce qui suit. Tirage de cette première partie de cette émission de brunch de la CAN, et c'est Dago Charles qui va s'en charger par le piment de Dago Charles. Merci Khalil. Mon piment aujourd'hui, il est piment rouge. D'accord. Martiniquais? Non, il est rouge, simplement rouge d'Abidjan. D'accord. Et il s'adresse vraiment au comité national de soutien aux éléphants. Voilà. Et M. Kwadjo Adonis, franchement, cher frère, j'aimerais vraiment, je me pose des questions sur votre fonctionnement. Voilà. Lors du premier match, il avait été question que ce soit près de 6400 membres de ce comité national-là qui aillent pour soutenir les éléphants. Mais on a vu seulement que environ 200 personnes. Environ 200 personnes. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous organisons la CAN chez nous. Le comité national de soutien a toujours eu le soutien du gouvernement pour les voyages de tout le monde lors du la dernière CAN au Cameroun. Vous étiez nombreux. Ce n'est pas au Cameroun où vous étiez nombreux là. Vous avez soutenu les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on arrive chez nous, vous n'êtes plus nombreux. Je ne sais pas ce qui se passe si au niveau de la commission de mobilisation, au niveau du ministère, s'ils n'ont pas mis les billets ou les moyens à votre disposition. Nous, on n'a pas trop cette information, mais on constate malheureusement, franchement, ça fait pitié, qu'on touche à peu près 200 personnes pour le match d'ouverture. Ce n'est pas normal. Sincèrement, ce n'est pas normal. Ensuite, pour le deuxième match, là, c'est plus grave. Le deuxième match, on a quoi? 141 personnes. Peut-être que tu vas me dire, le président Kwadjo, que c'est une question de billetterie, tout et tout. Mais franchement, je pense que même notre comité national de soutien là, même, peut aller gratuitement, peut aller au terrain. Si on discute avec les gens du Koukanou ou la Fédération de football. Parce que ce sont ceux-là qui soutiennent les éléphants dans toutes les disciplines. Mais on ne peut pas se retrouver au deuxième match face au Nigeria à 141 personnes pour soutenir les éléphants. Ça, franchement, je n'arrive pas à me l'expliquer, M. Adonis. Donc, avez-vous les moyens? C'est un problème. N'avez-vous pas de moyens? Vous n'avez pas reçu de billets? Qu'est-ce qui se passe? Là, il s'agit du ministère des Sports. Monsieur le ministre, vous venez, c'est vrai, vous venez fraîchement d'arriver, vous ne savez pas comment les choses fonctionnent dans ce ministère. Ça, je ne vous en tiens pas à rigueur, mais monsieur le ministre, ce comité-là soutient les éléphants. Hein, et on a besoin de ce comité-là pour être le premier 12e homme de cette équipe nationale-là. Alors donc, je souhaiterais vraiment que ces deux prestations-là soient vraiment derrière nous. Le premier match, 200 personnes. Deuxième match face au Nigeria, 141 personnes. Franchement, mettez les moyens à la disposition de Adonis. Ou alors, je ne sais quoi, réorganiser cette histoire, monsieur le ministre, pour avant le match du lundi, pour que ce comité national de soutien là, aux éléphants là, soit franchement dans cette proportion souhaitée. C'est-à-dire les 6400 souhaités. Les 6400 souhaités. Parce que c'est ce que vous avez donné aux Ivoiriens. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons lu dans la presse un peu partout. Le comité national serait autour de 6000 individus. Donc, on va avoir les 6000 individus là au terrain lundi prochain. Parce que c'est notre match capital. On doit absolument gagner ce match-là. Parce que certains Ivoiriens sont déjà découragés dans les réseaux sociaux et autres. Alors que le comité national, lui, il n'a pas le choix. Donc, on continue ce comité-là lundi pour être premier dans les tribunes et puis continuer à soutenir nos éléphants. Après, nous, on va venir derrière. Même si, monsieur le ministre, ils ne sont pas là. Ah, vraiment, monsieur le ministre, moi, je vais vous demander pourquoi vous avez fait ça. Ou bien si c'est monsieur Kwadjo Adonis qui n'a pas une bonne communication, qui n'a pas une bonne approche, je vous en prie, voyez dans quelle mesure. Hein, et puis, voilà, on s'est compris, non? Merci. Merci beaucoup à Dago Charles. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. Alors, messieurs, on a tous pris du plaisir à écouter Dago Charles. Il a parlé de mobilisation du CNSE. Il a interpellé le ministre qui est en charge du sport en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faudrait parler d'un manque de moyens qui est mis à la disposition du CNSE ou bien c'est une mauvaise organisation du CNSE? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais
Il faut trouver une solution rapidement parce que c'est pas normal. C'est pas normal parce que ce comité-là, il existe depuis longtemps. Il va à des cannes avec les éléphants pour les soutenir. Donc il faut vraiment qu'ils trouvent vraiment une solution pour qu'ils soient mobilisés. Parce que c'est le premier supporter des éléphants, voilà, qu'on va dire qui est reconnu. Donc il faut vraiment qu'ils mettent les moyens si c'est ce qui manque. Donc comme Dago l'a dit, il s'est adressé directement au ministère et puis au patron de ce comité-là qui s'appelle Adonis. Donc il faut vraiment qu'ils trouvent des solutions pour le match de lundi. Voilà, parce que c'est eux qui vont motiver tous les autres Ivoiriens à venir au terrain. Je tiens à préciser à l'opinion nationale que si je m'adresse au ministre, c'est parce que le CNSE dépend directement du ministère. Voilà, ce n'est pas un comité national privé, non, il dépend du ministère. C'est un arrêté ministériel qui a mis ce comité-là en place. Voilà pourquoi je me suis adressé au ministère. Mais mieux, ce comité-là, on a été dans plusieurs cas élus meilleur comité de soutien. Dans toutes les cas où nous allons. La Côte d'Ivoire a gagné même cette Coupe d'Afrique-là de supporters. Donc ce n'est pas chez nous à domicile ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur dessus. Ce n'est pas chez nous ici qu'on va faillir. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors, coach, on va venir à vous pour la deuxième partie de cette émission, le Garba, à travers lequel, bien sûr, ce Garba, on va s'intéresser au match de ce jour. On aura Algérie, Burkina Faso, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Il nous reste environ 5 minutes pour commenter ces différentes rencontres. On se retrouve dans quelques instants avec le coach Alain pour sa passe. C'est vrai, je n'ai pas de ballon, mais j'ai quand même une feuille ici. Donc, vous avez la passe. Ok, ben, je pense que quand on parle de ces deux matchs-là, surtout Burkina-Algérie, et puis Tunisie-Mali, le Mali a toujours gagné les équipes maghrébines. Je pense qu'aujourd'hui, ils seront obligés de mettre beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et bien commencer ce match pour bien le terminer. Je sais que Eric Schell, je le connais très bien particulièrement, j'ai beaucoup échangé avec lui quand j'étais au Mali. Et c'est quelqu'un tactiquement qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va mettre en place. Et je pense que s'ils attaquent les Tunisiens d'entrée de jeu, ils pourront s'en sortir. Maintenant, le danger, c'est au niveau du Burkina. C'est au niveau du Burkina. Parce que la première prestation du Burkina, ma foi, nous a laissé un peu sur notre faim. On espère bien qu'aujourd'hui, face à l'Algérie, qui n'est pas une foule de guerre, qu'on le dise. Le Burkina a quand même titillé souvent l'Algérie. Voilà. Je dis l'Algérie n'est pas une foule de guerre pour le Burkina. Maintenant, il faut que cet après-midi-là, le Burkina soit capable de lever leur niveau de jeu, soit capable de mettre tous les ingrédients qu'ils n'ont pas eu la chance de mettre la dernière fois. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils ont joué un peu plus tôt. Mais il faut qu'aujourd'hui, nos deux pays frères-là essaient de nous faire plaisir. Et je sais que le peuple burkinabé va sortir nombreux pour aller supporter les étalons. Et les Maliens, je sais qu'ils vont faire la fête. Mais que ces deux pays-là puissent gagner, ces deux pays des pays maghrébins, pour que, au moins, on sente que la CAN-là se passe bien en Afrique de l'Ouest. D'accord. Burkina Faso, Algérie, ça sera du côté du stade de la paix de Bouaké. Et puis Tunisie, Mali, ça sera au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Alors Charles, ce sont deux matchs capitaux parce que ça pourrait décider de la qualification du Burkina et du Mali si jamais ces équipes arrivent à battre leurs adversaires. Est-ce que ça sera facile ou c'est déjà fait vu que vous avez toujours estimé que ces équipes maghrébines ne réussissent pas en Afrique subsaharienne? Excepté l'Égypte. Hein. Mais tout ça, c'est antérieur à nous, hein, parce que c'est l'Égypte qui a toujours réussi ces exploits-là. Maintenant, je l'ai dit tantôt, hein, le Maroc est en train de nous surprendre agréablement. Hein. Donc, à un moment donné, c'est un signe indien que peut-être qu'ils vont vaincre. Voilà, ça aussi, il faut situer un peu. Voilà. Mais je pense que le Burkina a les moyens. Moi, je pense que le Burkina a les moyens de battre cette équipe algérienne. Même si c'est le même groupe de Marais, c'est le même groupe de Boudjela. Franchement, je pense que le Burkina a les moyens. Maintenant, une chose d'avoir les moyens, une autre chose de faire vivre ces moyens sur le terrain. Et ici, les Burkinabés, ici, ils sont toujours accrochés tels qu'ils sont.
Parce que ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui est très reluisante en termes de stars. Le grand Bertrand Traoré était sur le banc, elle a dû rentrer un peu plus tard pour marquer ce super penalty. Donc ce n'est plus cette constellation de stars de Pitropa, de Alain, de Bansé, Aristide, franchement, qui avait les bons coups de pied à l'époque. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le groupe qui travaille. Et c'est le milieu de terrain burkinabé qui tient cette équipe-là. Donc j'espère que le milieu de terrain burkinabé va accrocher ce milieu de terrain algérien qui, lui, est beaucoup plus puissant dans la qualité de jeu. Donc si les Burkinabés arrivent à les contrer en milieu de terrain, c'est sûr qu'ils vont battre cette équipe algérienne. Ils vont la faire douter. Parce que dès qu'elle doute, et que l'ami de Zizeto, Belmadi, il est en colère, c'est fini, il perd pied. Et puis avec lui, c'est toute l'équipe. En revanche, le Mali, je pense que le Mali a les moyens de battre l'équipe tunisienne. Oui, parce qu'elle manque de puissance. Elle manque vraiment de puissance, l'équipe tunisienne. Tu la vois jouer, tu te rends bien compte qu'elle est vieillissante. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont envoyé, certes. Mais je pense qu'elle est venue pour reconstruire son équipe. Oui. Voilà, parce que si Kani, ou je ne sais pas, j'arrive plus à prononcer bien son nom. Si c'est lui qui est capitaine à 33, 34 ans, et voilà, franchement, ça veut dire que l'équipe tunisienne n'est plus cette équipe-là. Depuis le dernier mondial, bon, paf, l'équipe a dégringolé. Donc les Maliens ont la place là, tout de suite, pour prendre encore les 3 points, et puis se qualifier immédiatement. Et puis regarder tout le monde venir. C'est bien noté. Voilà. Zeto, votre ami Belmadi, il est dans le code ce soir. Non, il n'est pas dans le code, mais Dago, je te rassure que déjà, il ne faut pas être étonné, il sera très fâché ce soir. Voilà, parce que là, il a besoin de gagner. Oui. Parce que il a besoin de gagner. Là, tu ne vas pas laisser le temps à il a besoin de gagner pour se mettre à l'abri. Donc, ne soyez pas étonnés s'il s'énerve encore comme d'habitude ou il fait quelque chose qui va. Voilà, donc, ça, c'est sa manière de dégager, d'être dans le match. Voilà. Non, mais sérieusement, je pense que c'est un match, j'ai du mal même à me situer parce que c'est un match très équilibré, je dirais 50-50. Et où ça va se jouer, je pense que c'est dans la discipline, dans la concentration et puis dans les détails aussi. Quand je dis détails, je vais parler d'exploits individuels, du côté burkinabé comme du côté algérien, mais beaucoup plus du côté algérien où ça va se jouer beaucoup plus sur Marez ou même peut-être l'attaquant Boudjena. Mais par contre, le Burkina, ça sera plus un bloc bien solidaire. Sur un coup de pied arrêté. Sur un coup de pied arrêté, peut-être si Bertrand rentre où il commence. Donc il y a ces petits détails-là qui vont faire la différence. Ça va dépendre de l'état d'esprit des deux équipes. Mais je pense que c'est un 50-50 pour moi. Donc, mais je dirais que le Burkina, quand même, aura un peu plus d'avantages parce que c'est une équipe qui sera très motivée. Qui joue à domicile. Et qui va jouer devant son public. Voilà, d'accord, Maintenant, pour le Mali, moi je suis d'accord avec Dago, je dirais que le Mali, bon, je vais un peu exagérer. Moi je dis que le Mali va quand même gagner. Parce que j'ai vu la Tunisie, c'est vrai, j'ai apprécié certaines choses, mais l'équipe en elle-même. Il n'y a pas un bloc. Il n'y a pas de. Pas de leader. On ne sent pas, voilà. Il y a pas de. On ne se dit pas que à quel moment ils vont faire. Tellement il y a un changement de rythme. Donc là, c'est une équipe. Je pense qu'elle est là pour jouer parce qu'elle est qualifiée déjà. Et je pense que si elle tombe contre le Mali, si le Mali est dans son bon jour, je pense que normalement ce match-là, ça doit finir au moins 3-0. D'accord, c'est bien noté. Coach, je vais aller plus loin. Coach, vous avez juste 30 secondes. Je vais aller plus loin parce que Dago a dit quelque chose de très important. La Tunisie il vous 20 secondes. Est venue pour reconstruire et le Mali pour la confirmation. D'accord, merci beaucoup. Algérie, Burkina Faso, c'est à 14h. Tunisie, Mali, 20h au stade Amadou Gon de Korogo. Entre ces deux matchs, on aura Mauritanie, Angola. Zeto, vous avez parlé d'état d'esprit. Chez nous, actuellement, les Camerounais, c'est pas au beau fixe. Compte tenu de la défaite d'hier face au Sénégal. Bon, on est pareil. On est de cœur avec notre réalisateur. On est pareil. Ariel on a perdu, mais eux, ils ont perdu 3. Notre réalisateur Ariel Chukam, vraiment qui a fait beaucoup d'efforts pour être là ce matin ici, pour nous aider. Sinon, pour réaliser cette émission pour nous, on lui souhaite bonne chance au Cameroun pour son 3e match qui sera face à la Gambie. Merci coach, merci Dago Charles, merci Zeto. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro du brunch de la CAN. Au revoir.